Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Inside News RDC. Aujourd'hui, 10 janvier 2026, nous décryptons pour vous les décisions prises lors du Conseil des ministres du vendredi 9 janvier 2026 qui s'est tenu sous la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors que chaque Congolais jongle avec les défis du quotidien, la stabilité du front, la qualité des services Internet ou encore la sécurité dans nos villes, le gouvernement, lui, a posé sur la table des décisions aux conséquences potentiellement immenses. Nous allons analyser ensemble les 4 annonces majeures qui vont marquer les mois à venir. Un budget pour 2026 de 22 milliards de dollars. Un pari sur l'avenir. Un ultimatum sans précédent lancé aux opérateurs de télécommunications. Le lancement d'un projet minier titanesque, la mine de fer Mifor, qui pourrait redéfinir notre économie. Et enfin, face à une situation sécuritaire qui ne faiblit pas, la prorogation inévitable de l'état de siège à l'Est. Restez avec nous pour comprendre et questionner pour vous ce qui se joue réellement derrière les portes du pouvoir. Nous commençons par le cœur de la machine étatique, la gestion de notre argent, la discipline au sein du gouvernement et la qualité des services essentiels qui vous sont dus. Les décisions prises dans ce domaine sont stratégiques, car elles impactent directement la stabilité du pays et bien sûr le portefeuille de chaque citoyen. Le président de la République a personnellement alerté sur le risque de dépréciation de la monnaie nationale, à l'horizon de la fin 2026, malgré une relative appréciation observée depuis septembre 2025. Face à ce risque, il a martelé qu'une seule voie est possible, la rationalisation des dépenses publiques. Concrètement, ça signifie éliminer les dépenses jugées non prioritaires. Pour s'assurer de l'application de cette directive, la Première ministre doit fournir un rapport détaillé sur l'avancement de ce processus sous 15 jours. Pour appuyer ce propos, le gouverneur de la Banque centrale a précisé les chiffres au 2 janvier 2026. Un taux de change de 2181 FC pour un dollar sur le marché interbancaire et 2310 FC au parallèle. Il a noté une tendance à la stabilisation avec un taux d'inflation hebdomadaire en baisse à 0,26% contre 0,32% la semaine précédente et une appréciation du franc congolais de 1,9% sur le marché interbancaire en une seule semaine. Cette alerte présidentielle intervient dans un contexte où le cadrage macroéconomique officiel anticipe un risque de dépréciation du franc congolais pour la fin 2026. L'instruction vise à garantir la stabilité de la monnaie, protéger le pouvoir d'achat des Congolais et éviter une spirale inflationniste qui toucherait en premier lieu les plus vulnérables. Le gouvernement a-t-il réellement la volonté politique de couper dans ses dépenses, souvent liées au train de vie de l'État, pour protéger le portefeuille du citoyen ordinaire? Si l'économie montre des signes de stabilisation selon la Banque centrale, d'où vient cette alerte présidentielle sur le risque de dépréciation? En parallèle de cet appel à la prudence, le gouvernement affiche des ambitions chiffrées colossales. La loi de finances 2026 vient d'être promulguée et elle place la barre très haut, cherchant à concilier l'équilibre comptable avec les promesses sociales et sécuritaires du quinquennat. Le gouvernement a officialisé le budget pour l'exercice 2026, promulgué le 29 décembre 2025. Il est présenté en équilibre, en recettes comme en dépenses, à hauteur de 22 milliards de dollars américains. Les priorités affichées sont claires. Sécuriser le pays, stabiliser l'économie, transformer le secteur productif et renforcer les politiques sociales comme la couverture santé universelle et la gratuité de l'enseignement. Pour financer ces ambitions, l'État se fixe un objectif de pression fiscale de 12,5% en 2026, avec la vision d'atteindre 17% d'ici 5 ans. Concrètement, ces milliards doivent financer nos forces armées, la construction de nouvelles écoles et l'équipement de nos hôpitaux. Pour améliorer l'efficacité, une réforme importante est lancée,
la déconcentration de l'ordonnancement budgétaire. 9 ministères pilotes pourront désormais engager et liquider leurs propres dépenses. Une mesure censée accélérer l'action publique. Comment concilier cet ambitieux budget de 22 milliards de dollars avec l'appel présidentiel à une discipline stricte et le risque de dépréciation du franc congolais? Les mécanismes de mobilisation des recettes seront-ils à la hauteur des dépenses annoncées? Ou assisterons-nous à un nouveau cycle d'endettement et d'inflation? Au-delà des frontières, la crédibilité de la RDC se joue aussi sur sa capacité à honorer ses engagements internationaux. C'est tout l'enjeu du suivi des accords de Washington, pour lesquels l'exécutif tente désormais d'organiser une structure de pilotage claire afin d'éviter que ces signatures ne restent lettres mortes. La Première ministre a présidé le 8 janvier une réunion pour mettre en place un comité de pilotage et une feuille de route afin de matérialiser les fameux accords de Washington. Alors que les contours de ces accords restent flous pour le grand public, leur mise en œuvre effective pourrait avoir des implications majeures pour l'économie nationale et les relations internationales du pays. Quelles garanties le gouvernement offre-t-il pour que leur mise en œuvre bénéficie réellement aux intérêts de la République et ne se limite pas à des projets sans impact direct pour la population? C'est un sujet qui fâche et qui fait l'unanimité contre lui. La qualité médiocre de nos réseaux mobiles et Internet. Face à la grogne populaire qui monte, le chef de l'État a décidé de ne plus laisser faire, plaçant les opérateurs devant leurs responsabilités et exigeant des résultats immédiats. Le président de la République a tapé du poing sur la table, faisant écho aux nombreuses doléances des citoyens. Il a instruit les ministres concernés et l'autorité de régulation d'agir fermement face aux perturbations constantes des réseaux de communication qui empoisonnent notre quotidien. La liste des défaillances est longue. Rupture de communication téléphonique et Internet, perturbation des transactions bancaires et dégradation des services de radio et de télévision. Le chef de l'État a qualifié ces services de piliers stratégiques pour la souveraineté nationale et l'économie. L'impact de ces pannes est désastreux pour les citoyens comme pour les entreprises. L'instruction présidentielle est donc d'appliquer les sanctions prévues par la loi sans faiblesse ni complaisance. Les ministres concernés et le régulateur doivent faire respecter les normes, renforcer les contrôles et appliquer les sanctions contre les opérateurs défaillants. Un rapport circonstancié est exigé sous 30 jours pour faire le point et proposer des solutions durables. Les opérateurs ont souvent semblé intouchables. Cette instruction marque-t-elle un vrai tournant où l'intérêt du consommateur primera enfin sur les profits des multinationales? Le rapport attendu aboutira-t-il à des sanctions exemplaires? Ou assisterons-nous à un simple exercice de communication sans lendemain? Gouverner, c'est aussi parler d'une seule voix. Agacé par la cacophonie ambiante et les prises de parole hasardeuses de certains ministres sur des sujets sensibles, le sommet de l'État impose désormais un verrouillage strict de la parole publique pour préserver l'image et la sécurité du pays. La Première ministre, appuyée par une mise en garde sévère du président de la République, a rappelé à l'ordre les membres du gouvernement sur la discipline de communication. Une mise en garde sévère a été lancée contre les ministres qui s'expriment publiquement sur des sujets sensibles comme la défense, la sécurité ou la diplomatie sans concertation préalable. Cette instruction intervient alors que le cadrage macroéconomique officiel anticipe un risque de dépréciation du franc congolais pour la fin 2026. Cet avertissement, qui fait suite à de récentes prises de parole non concertées, impose que toute intervention sur des sujets sensibles soit rigoureusement coordonnée. Désormais, toute communication doit être coordonnée par le ministre de la Communication, mais pas seulement. Elle devra se faire en lien avec les services compétents de la Présidence de la République et de la Primature. Ce rappel à l'ordre vise à garantir la cohérence et la crédibilité de l'action gouvernementale. Et, en instaurant ce triple verrouillage,
L'objectif est de présenter un front uni pour éviter de créer des tensions diplomatiques ou sécuritaires par des déclarations improvisées. Au-delà d'un simple rappel à l'ordre, cette directive ne révèle-t-elle pas des tensions ou des visions divergentes au sein même de l'équipe gouvernementale sur des dossiers stratégiques? La stabilité économique et les grands projets ne riment à rien sans un climat de paix et de sécurité. Cette section fait le point sur la situation sécuritaire, de la violence qui meurtrit l'est du pays jusqu'à la criminalité qui inquiète les habitants de la capitale. C'est devenu une routine administrative qui contraste douloureusement avec la réalité du terrain. Alors que les rapports internationaux confirment la persistance des violences, le gouvernement a opté, une fois de plus, pour le maintien du dispositif d'exception dans les provinces sous administration militaire. Le Conseil a adopté le projet d'ordonnance-loi qui prolonge l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une nouvelle période de 15 jours, à compter du 17 janvier 2026. Cette mesure exceptionnelle est en place depuis plusieurs années. Cette décision, devenue quasi routinière, intervient dans un contexte particulièrement sensible. Le ministre de l'Intérieur a en effet rapporté que l'état d'esprit de la population est marqué par les suites attendues du rapport des experts de l'ONU, qui a récemment dénoncé de flagrantes violations des droits de l'homme et des pillages dans la région. Cette décision maintient de fait l'administration militaire à la tête de ces provinces, avec toutes les conséquences que cela implique pour les libertés civiles et la vie quotidienne des populations. Pour les millions de Congolais qui y vivent, cette énième prorogation signifie le maintien d'une administration militaire avec son lot de restrictions sur les libertés publiques, dans l'attente d'une paix qui peine à se matérialiser. Après tant de prorogations, quels résultats tangibles et vérifiables le gouvernement a-t-il à présenter aux citoyens de l'Est qui vivent cette réalité chaque jour? Cette mesure d'exception est-elle encore la solution la plus adaptée ou est-il temps d'envisager une nouvelle stratégie pour ramener une paix durable? À Kinshasa, la lutte contre le banditisme urbain offre un visage contrasté. Si la justice tente de montrer ses muscles avec des procès de masse, la violence aveugle continue de frapper au cœur même des cités, n'épargnant personne et creusant le fossé entre la population et sa police. Où le vice-premier ministre de l'Intérieur a rapporté une situation contrastée. D'un côté, les opérations se poursuivent avec la reprise des audiences foraines pour 427 présumés Kulona, arrêtés en décembre dans le cadre de l'opération Dobo. Mais de l'autre, un drame a secoué la commune de Lemba, illustrant une fracture profonde. Le professeur Abata Diabazono a été assassiné à son domicile lors d'un vol à main armée. Dans la confusion qui a suivi, la population, excédée, s'en est prise aux policiers venus faire le constat, entraînant la mort de l'un d'entre eux. L'opération Dobo et les procès publics suffisent-ils à endiguer une criminalité qui semble toujours capable de frapper tragiquement au cœur de la capitale? Quelle est la stratégie de fond pour s'attaquer aux racines de ce phénomène? En dépit d'un contexte sécuritaire et économique tendu, le gouvernement se projette dans l'avenir avec des projets d'infrastructures d'une ampleur inédite. Place maintenant à la vision à long terme. Les projets que nous allons aborder sont présentés comme des leviers capables de transformer en profondeur l'économie congolaise et de renforcer notre positionnement sur le continent. C'est peut-être le tournant économique de la décennie. La RDC cherche à sortir de sa dépendance exclusive au cuivre et au cobalt en lançant un projet titanesque dans la Grande Orientale. L'ambition ? Exploiter des réserves de fer mondiales pour bâtir une véritable industrie lourde nationale. Le gouvernement a dévoilé le projet Mine de fer de la Grande Orientale, ou MIFOR. C'est une inflexion stratégique majeure après plus d'un siècle d'une économie minière dominée par le cuivre et le cobalt. Les chiffres donnent le vertige. Les ressources sont estimées entre 15 et 20 milliards de tonnes de minerais de fer. L'investissement initial est de 28,9 milliards de dollars. Sur 25 ans,
Le projet pourrait générer un chiffre d'affaires cumulé de plus de 679 milliards de dollars et un cash flow net de près de 308 milliards de dollars, avec une production initiale de 50 millions de tonnes par an. Fait crucial, le projet a déjà suscité l'intérêt d'investisseurs institutionnels internationaux, ce qui constitue un signal favorable de sa crédibilité. L'ambition n'est pas seulement d'extraire, mais aussi de transformer le minerai sur place et de construire des infrastructures souveraines. Un corridor logistique combinant rails et fleuves est prévu pour acheminer le minerai jusqu'au port en eau profonde de Banana. Présenté comme une véritable architecture économique nationale, le projet marque une diversification stratégique. Pour piloter ce mastodonte, une commission interministérielle a été mise en place. L'histoire de la RDC est jalonnée de richesses qui n'ont pas toujours profité à son peuple. Face à ce projet titanesque, comment l'État congolais va-t-il s'assurer de garder le contrôle souverain et de garantir que les retombées financières profitent au développement du pays? Quelles sont les garanties contre la corruption pour que ce projet ne devienne pas une nouvelle ressource maudite? L'énergie manque et Kinshasa suffoque sous les délestages. Pour répondre à cette urgence sans attendre les calendes grecques du Grand Inga, le gouvernement mise sur une stratégie pragmatique. Développer des sites intermédiaires et relancer des centrales abandonnées pour éclairer enfin le pays. Le ministre des Ressources hydrauliques a présenté le projet de développement du site de Pioka-Tombé d'une capacité estimée à 6450 MW. Il a également évoqué la réhabilitation de 17 centrales hydroélectriques privées actuellement à l'abandon. Le déficit énergétique structurel de Kinshasa dépasse les 1000 MW. Le site de Pioka-Tombé est présenté comme une solution réalisable plus rapidement que le projet du Grand Inga. Les enjeux sont multiples. Combler le déficit électrique de Kinshasa, soutenir l'industrialisation, notamment pour alimenter le projet MIFOR, et préparer techniquement le déploiement futur de Grand Inga. Pour les 17 centrales privées, le modèle retenu est celui du partenariat public-privé, IPP, où un investisseur privé réhabilite et exploite la centrale. Le ministre a demandé l'autorisation de recruter une firme pour actualiser les études. L'impact potentiel est énorme. Sécuriser l'approvisionnement de la capitale, soutenir l'industrialisation du pays et améliorer l'accès à l'électricité pour des milliers de Congolais dans cette province. La RDC a une longue histoire de projets hydroélectriques annoncés mais jamais réalisés. Qu'est-ce qui garantit que Pioka-Tombé ne subira pas le même sort? Et quels sont les délais concrets de réalisation pour les citoyens qui subissent les délestages au quotidien? Désenclaver le pays passe aussi par des ponts, au sens propre. Le projet de relier la RDC à la Centrafrique par un ouvrage d'art sur l'Ubangi franchit une nouvelle étape, promettant de dynamiser les échanges commerciaux dans cette zone frontalière stratégique. Le Conseil a approuvé les préparatifs pour la construction d'un pont de 645 mètres de portée sur la rivière Ubangi, reliant Bangui en Centrafrique à Zongo en RDC. Ce projet, financé par la Banque africaine de développement, inclut aussi l'aménagement de voies de raccordement de 650 mètres côté Bangui et 850 mètres côté Zongo. Une commission a été créée pour délimiter le site du futur poste frontalier. C'est un projet d'intégration régionale essentiel. Comment le gouvernement s'assurera-t-il que le développement de la route Zongo-Gemena-Akula suive le même rythme pour que cette infrastructure ne devienne pas un pont qui ne mène nulle part pour l'économie locale? Les grandes infrastructures ne sont rien sans le capital humain. Le Conseil s'est donc également penché sur les questions de formation et de bien-être social, ainsi que sur des dossiers qui touchent directement le quotidien des Congolais. Dans un pays où la jeunesse cherche désespérément sa place sur le marché du travail, la formation aux métiers manuels et techniques est une urgence. Le gouvernement se félicite du succès de ses premiers programmes gratuits. Mais le véritable défi
reste l'après-formation. Le ministre de la Formation professionnelle a présenté un bilan positif. Le premier cycle de formation professionnelle gratuit a dépassé ses objectifs. Au total, 13 496 jeunes ont été formés, dont 9 624 hommes et 3 872 femmes, pour un objectif initial de 10 000. De plus, les travaux d'un nouveau centre au camp Kokolo ont été lancés, en partenariat avec l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Un partenariat avec la Chine permettra de déployer des dispositifs de formation mobile dès avril 2026. Former, c'est bien. Mais quelle est la stratégie concrète du gouvernement pour accompagner ces milliers de jeunes vers un emploi durable? Y a-t-il un suivi pour s'assurer que ces nouvelles compétences débouchent sur une réelle insertion professionnelle? L'université congolaise est malade et le diagnostic posé par le ministère de tutelle est sans appel. Gestion opaque, infrastructures défaillantes et patrimoine menacé. Le rapport d'étape présenté au Conseil dévoile l'ampleur du chantier pour redresser ce secteur vital. Un rapport d'étape sur la gestion des établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire a été présenté et le constat est sévère. Il pointe 3 crises majeures. Une crise de redevabilité, un dysfonctionnement organisationnel marqué par une gestion opaque et une insécurité foncière. Le rapport va plus loin, détaillant établissement par établissement les défaillances de gestion, les responsabilités individuelles identifiées, preuves documentaires à l'appui. Ce diagnostic sévère sera-t-il suivi d'actions concrètes et de sanctions à l'encontre des responsables identifiés ou restera-t-il un énième rapport sans lendemain? C'est une question de dignité et de mémoire. Qui portait l'uniforme et défendu le drapeau mérite une fin de vie honorable. Le gouvernement annonce une avancée concrète pour leur prise en charge sanitaire grâce à un partenariat international. Un mémorandum d'entente sera bientôt signé avec les Émirats arabes unis pour le financement, sous forme de dons, de la construction d'un hôpital moderne pour les anciens combattants. Cette initiative vise à concrétiser la volonté du président d'assurer une prise en charge digne à nos vétérans. Quel est le calendrier précis pour la construction de cet hôpital si attendu? Pour clore ce tour d'horizon, un regard sur l'innovation agricole. Le Conseil a validé l'importation d'une technique chinoise prometteuse, espérant ainsi moderniser nos pratiques et booster la production locale. Le dossier sur le transfert de la technologie agricole chinoise Junkao a été adopté. Cette technologie est présentée comme une solution innovante pour l'agriculture congolaise. Comment cette technologie sera-t-elle concrètement déployée au bénéfice des petits agriculteurs congolais? Et quels moyens seront mis en œuvre pour garantir son appropriation par les communautés rurales? Que retenir de ce Conseil des ministres? 3 points essentiels se dégagent. Premièrement, l'adoption d'un budget volontariste de 22 milliards de dollars pour 2026, qui fixe un cap ambitieux, mais qui sera jugé sur sa capacité à réellement mobiliser les recettes promises face à un appel présidentiel à la rigueur budgétaire pour éviter la dépréciation du franc. Deuxièmement, le lancement de projets structurants colossaux comme la mine Mifor et les barrages hydroélectriques qui dessinent une nouvelle architecture économique pour le pays, mais dont la réalisation reste un défi immense. Enfin, un double rappel à l'ordre présidentiel sur la discipline budgétaire et gouvernementale, ainsi qu'un ultimatum aux opérateurs de télécommunications. C'est le signe d'une volonté affichée d'améliorer la gouvernance au quotidien. Ce Conseil des ministres nous dépeint un gouvernement qui tente de concilier une vision de transformation économique à long terme avec la gestion de crises immédiates qui ne peuvent plus attendre. L'insécurité à l'Est, la criminalité à Kinshasa, la fragilité du franc congolais, la mauvaise qualité des services et la nécessité d'une discipline interne. Le gouvernement affiche une ambition de transformation radicale, mais la grande question demeure. Parviendra-t-il à concilier ses ambitions de long terme avec la gestion des urgences qui impactent la vie des Congolais chaque jour? L'actualité politique ne s'arrête jamais.
Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse pointue et accessible du Conseil des ministres. C'était Julia pour Inside News RDC. Restez critiques, restez informés. À la semaine prochaine.